Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais laisser Louis, l'un des deux cofondateurs de l'appli Siopi, démarrer cet épisode pour partager avec nous les différentes étapes de son parcours d'acouphénique jusqu'à l'habituation. Aujourd'hui, on va parler du deuil de personnes qui souffrent d'acouphènes. Mais aujourd'hui, je vais parler du et de l'acceptation de ne peut-être jamais retrouver le silence. Je me souviens la première fois que j'ai eu de l'acouphène, je m'en suis voulu énormément. J'étais vraiment hyper en colère parce que je faisais un lien évident entre mon acouphène et ce que j'avais fait les 2 semaines précédentes, c'est-à-dire pas beaucoup dormir, pas prendre beaucoup soin de moi, et là, j'ai joué un casque de réalité virtuelle. Et donc, c'était un casque assez lourd, j'avais mal à la nuque. Et je me suis dit, ah, ça y est, c'est de ma faute. J'ai porté le casque pendant 2 semaines, je n'ai pas pris soin de moi. Et maintenant, je vais le payer. Et, et donc, en fait, pendant 2 semaines, alors que je connaissais les acouphènes, puisque j'avais déjà travaillé sur le sujet, j'arrivais plus à dormir. Et donc, je me suis dit, ah, ça y est, c'est horrible, c'est une malédiction. Et puis, en plus, avec mon associé, donc Robin, il me disait, tu verras, tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils ont fini par avoir des acouphènes. Donc, il y a un moment où on se dit, non, mais c'est pas possible, il a fait quelque chose. Et c'est peut-être histoire, je vais aller jusqu'à la conclusion, puisqu'en effet, il y a une condition du deuil. À la fin, en fait, on se réveille, on se lève, on se brosse les dents, on prend sa douche, et puis il est midi. Et puis on se dit, ah tiens, j'ai pas pensé à mon acouphène toute la matinée. Mais attends, est-ce qu'il est là? Bah oui, il est là. Est-ce qu'il est au même niveau que quand il avait commencé? Oui, il est toujours là, même niveau. J'ai pas pensé toute la matinée. Comment ça se fait qu'il y a quelques mois, ça m'empêchait de dormir, ça m'empêchait de vivre, j'avais de la haine contre moi, parfois de la haine pour mes proches et pour la situation qui m'était m'arrivée. Et maintenant, je vis exactement la même chose et ça influence plus ma vie. Et donc ça, je vous fais le topo parce qu'en vérité, il y a plusieurs étapes qui permettent d'arriver à la situation finale. Mais avant de conclure là-dessus, j'aimerais vous dire qu'il y a une chose auquel on va régler cette situation. Ce n'est pas parce que on a accepté d'avoir des acouphènes et qu'on a fait son deuil qu'on a abandonné l'idée de retrouver le silence. C'est deux choses totalement différentes. Il faut bien faire la séparation. Parce que souvent, quand j'en parle à des gens, on est toujours sur la défensive. Et si vous avez entendu ça, non, 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 mais tu te rends pas compte, mon acouphène, il est beaucoup plus fort que le tien. Et même si on ne le dit pas à l'oral, je l'entends dans votre tête. Je l'entends dans votre tête. Et on a toujours cette excuse qui dit non, non, on a toujours une bonne raison de ne pas faire notre deuil. Et se dit non, mais il ne faut pas abandonner. Si on abandonne et qu'on l'accepte, les chercheurs ne feront pas leur travail, les forces publiques n'investiront pas dans la recherche et on sera tous en train de souffrir en silence. Non. On peut très bien faire le deuil de notre peine et ne pas souffrir en silence, et ça veut dire agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui travaille sur l'acouphène. Et pourtant, l'acouphène n'influence, on va dire, de manière très mineure ma vie aujourd'hui. Donc voilà. Et aujourd'hui, si ça vous va, on va parler des 4 étapes de l'habituation. Et merci de m'avoir laissé parler, Sophie. Comme vous avez pu l'entendre, nous retrouvons Louis, l'un des fondateurs avec Robin de l'appli Siopi, dont nous avons parlé dans un précédent épisode, pour échanger avec lui sur les 4 étapes de l'habituation pour mieux vivre avec nos acouphènes, même s'il a commencé avec des mots très forts. Le but est d'arriver à l'habituation et à vivre avec nos acouphènes. Merci. Merci, Sophie. C'est la deuxième fois qu'on se voit pour ce podcast. J'espère que les auditeurs ont apprécié le premier. Et puis, j'espère qu'on sera à la hauteur pour celui-ci. Je n'en doute pas, je te fais confiance. Voilà. Donc, je parlais un petit peu des 4 étapes de l'habituation et de ce que j'ai vécu. Bien sûr, chacun vit des choses différemment. Donc, l'objectif, c'est pas qu'on se fasse une projection sur mon vécu. Chacun le vit différemment. Et oui, c'est lié à la mort. Je pense que si on a compris qu'on va vivre certainement avec nos acouphènes
toute notre vie comme on a compris qu'on va mourir, ça n'empêche pas de vivre, comme ça ne n'empêche pas de trouver un soin pour ces acouphènes et continuer à aller voir les docteurs et continuer des traitements. Voilà. Alors moi, j'utiliserais plutôt le mot deuil que mort. C'est le deuil du silence. Non, tu trouves pas? C'est c'est vrai, mais en fait, bon, moi je suis fan puisque j'ai un doctorat en neurosciences, sur un petit peu comment le cerveau gère certains concepts. Mm. Et le, 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 le mot deuil existe parce qu'il y a le mot mort, en fait. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre, en fait, l'éternité. Et donc, on ne peut pas parler de deuil sans mort ni de mort sans deuil. Donc, en fait, c'est-à-dire que si on fait le deuil, c'est-à-dire qu'il y a forcément la mort de quelque chose. Et dans ce cas-là, ce sera la mort du silence. Alors, vous êtes bien dans le podcast Une pause pour mes oreilles et pas en cours de philo, parce que là, Louis va partir pour 4 heures de philo, là. C'est Allez, je ça. te laisse continuer. Oui, alors ben, en fait, on va peut-être parler dans le détail des 4 étapes et surtout comment arriver à la 4e étape. Euh, on va, je ne vais pas parler forcément des thérapies qui permettent d'accélérer ces processus-là parce que je pense que ça fera un podcast qui est trop long. Ce qui serait intéressant, selon moi, c'est de parler un petit peu de votre ressenti, de notre ressenti à chacune des étapes. Voilà. Et puis toi, bah, moi j'ai une question. Quand tu as quelqu'un face à toi qui est face à cette étape, qu'est-ce que tu lui proposes? Parce que voilà, moi je ne suis pas praticien. Et donc toi, tu as la boîte à outils. Donc c'est pour ça aussi, ce serait très intéressant. Et la première étape, c'est, comme je l'ai dit au départ, voilà, on se réveille avec un acouphène et on se dit que ça y est, il va pas partir, quoi. Ça y est. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais beaucoup d'acouphènes qui étaient temporaires après un concert, etc. Mais là, quand je me suis réveillé avec cet acouphène, il n'était pas différent des vôtres, mais il était différent des autres. Je savais que celui-là, il partirait jamais. C'est c'est quelque chose assez particulier. Et dans cette étape, là vraiment la première étape, ben, voilà, on est absorbé littéralement par cet acouphène. Se concentrer devient difficile. Faire une activité qui nécessite d'être dans le calme, comme dormir, devient difficile puisqu'il est toujours là. En fait, c'est très intéressant dans cette étape parce que votre cerveau et notre cerveau, il observe un nouveau stimuli. Voilà. Donc vous imaginez, on est basiquement des chasseurs-cueilleurs, donc on est dans la jungle, et là vous avez un nouvel animal qui est face à vous. Voilà. Et il vous suit. Il vous suit, il est là, hein. Donc, est-ce qu'il veut vous manger? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il, je ne sais pas, il est blessé, il cherche un refuge? Ou peut-être, voilà, c'est une relation d'amitié qui commence à se faire. Et c'est là comment on le gère. Ben, souvent, notre cerveau, il va dire, attention, c'est très dangereux, tu ne le connais pas, il peut te sauter dessus à tout moment. Et donc, en fait, on va être en état d'hypervigilance. Et ça, c'est absolument normal, hein. D'ailleurs, euh, les seuls qui ne sont pas en état d'hypervigilance à ce moment-là, c'est des gens qui n'en ont rien à faire. Bon, bah, tant mieux pour eux. Mais un humain normal, quand il est face à quelque chose qu'il ne connaît pas, il met de l'attention. On est en hypervigilance, donc c'est un phénomène normal. Tout va bien. Voilà. Donc, le problème, c'est les conséquences. Les conséquences, si on se laisse aller sur cette hypervigilance, on ne va pas dormir. On va, on va commencer à rentrer dans une spirale descendante qui peut mener vers une dépression. Voilà. Est-ce que toi, tu as beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là ou tu les récupères peut-être à une étape plus loin? En règle générale, je les récupère après, parce que moi, je Mhm. leur demande toujours, si ça n'a pas été fait, de passer par la case médicale avant, pour Ok. éliminer tout ce qui pourrait être des causes importantes et curables, euh, et vraiment avoir un diagnostic posé. Donc moi, je les récupère quasi systématiquement plus tard. Mhm. Mais tu vois, ça c'est un truc que je trouve ça dommage. Bon, bon, tu es pour rien, hein.
Mais c'est aussi l'une des étapes dans lesquelles on a certainement le plus besoin d'accompagnement. Et quand on sait les délais qu'il y a dans le milieu médical pour voir Oui. son examen, c'est incroyable. Alors, là aussi, j'ai une petite anecdote, c'est mon père. Bon, je ne sais pas si l'acouphène tourne dans la famille, mais mon père a des acouphènes très très forts. Et petite anecdote, il a participé à une de nos expériences. Donc, on a mesuré son volume d'acouphène. Parmi les 16 qui avaient de l'acouphène, c'est celui qui avait le niveau le plus haut. Je crois que c'était 80% du volume de masquage. Donc, c'était énorme. Il m'avait jamais dit on n'en avait jamais parlé. Et bien, lui, à sa première étape, quand il a eu son acouphène, il s'est allongé. Il m'a raconté ça. Il croyait qu'il allait mourir. Il s'est allongé, s'est mis à hurler. Il a cru qu'il allait mourir. Et ma mère a dû faire venir le taxi pour aller l'emmener à l'hôpital aux urgences. Les urgences, ils ont fait, mais monsieur, rien, c'est de l'acouphène. Donc, vous imaginez? Et donc, lui, il n'était pas. Donc, comme du moment où ils se sont dit, vous avez rien, mais lui, il faisait l'expérience de quelque chose qui était désastreuse. Ça a empiré. Et en fait, il a dû prendre des rendez-vous, ça a pris des semaines dans lesquelles il ne pensait qu'à ça. Jusqu'à qu'en fait, il y a quelqu'un qui lui dise, vous inquiétez pas, je suis là pour vous, on va trouver, s'il y a quelque chose, on va le trouver, et s'il n'y a rien, on trouvera une solution quand même. 3 semaines plus tard, et donc je crois qu'il est allé à l'hôpital Rothschild, voilà. Euh, Quelqu'un le reçoit 3 semaines plus tard, Ce qui un est grand spécialiste. très court comme délai. C'était dans les années 80. C'était 80 ou 90. Voilà. Donc, euh, donc pendant 3 semaines, jusqu'à entendre ce mot qui fait du bien, la situation n'avait pas changé pour lui quand il est sorti de ça, mais pour lui, tout avait changé. Et là, on en vient à la deuxième étape. Voilà. Et c'est là où il y a certaines personnes qui passent à cette deuxième étape de manière naturelle, mais c'est vrai que de se faire accompagner pour cette deuxième étape, c'est important, et notamment d'être rassuré. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de rendez-vous avec un médecin, essayez de vous rassurer. D'accord? Ça peut se faire en allant sur Internet, mais attention à ce que vous tombez sur Internet. Ah oui. Non, non, mais on va pas se mentir, on va pas empêcher les gens d'aller sur Internet parce que tout le monde va sur Internet. Mais quand on va sur Internet, on fait attention à ce qu'on lit et à la façon dont on le fait. Donc, essayez d'aller voir dans cette situation-là que de toute manière, vous êtes en situation d'attente. Vous avez certainement un rendez-vous chez le docteur. Donc, dans la salle d'attente, on ne va pas regarder des films d'horreur. Voilà, on va essayer de se rassurer et faire cet exercice-là. Déjà, ça vous permet d'aller mieux. Euh, voilà, pour les stoïques, il y a d'autres méthodes. Bon, là, bon, chacun a ses petites méthodes, mais moi, je vois ça de manière stoïque. De toute manière, j'ai rien à faire, je peux rien. Donc voilà, ça peut aider. Mais la deuxième étape, c'est quand même vraiment un changement de paradigme, à partir de là, on n'a plus une conscience totale de son acouphène. C'est ce qu'ils disent, donc tinnitus, euh, American Tinnitus Association qualifie de conscience intermittente. Et à ce moment-là, ben, entre cette conscience, on peut revivre normalement. Mais ça revient avec le même niveau de souffrance que la première étape. Donc en fait, il y a toujours ce côté émotionnel qui est très très fort, mais on a des phases dans lesquelles on l'oublie, donc on peut se remettre à travailler, on peut se remettre à profiter de la vie. Euh, et ça, c'est une étape qui peut durer très longtemps. Même il y a des gens, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça faisait 20 ans qu'il était dans cette étape. 20 ans. Donc, si on n'a pas cherché de l'aide et que ça fait 20 ans qu'on est dans cette étape, je pense que concrètement, on a besoin d'aide. Il y a pas de mal à le dire. Et c'est à cette étape-là, toi, que tu les récupères, Sophie? Oui, la plupart du temps, ils ont leurs acouphènes depuis déjà quelques semaines. Ils Mhm. ont validé que médicalement, il n'y avait pas de problème parce que c'est ce qui les rassure en Mhm. première intention le mieux. Et puis après, je les vois. Souvent, d'ailleurs, en tout cas maintenant, euh, quand on travaille en équipe pluridisciplinaire ou qu'on a des contacts avec des ORL, c'est directement l'ORL qui les envoie. D'accord.
Donc ça va, il y a de la coordination entre les équipes. Pour certains, oui, mais tous ne sont pas favorables aux thérapies de support, de complément. Ça, c'est vraiment une question de fond, hein, on en a déjà discuté. Il y a encore Mhm. aujourd'hui des ORL qui disent à leurs patients, qui vont devenir nos clients, qu'il n'y a rien à faire. Et les gens Ouais. ressortent, ils sont désespérés. Et puis il y en a d'autres qui leur disent, il y a un certain nombre de techniques, il faut tester et Mhm. trouver celle qui vous conviendra. Puisqu'on est tous Bien différents, sûr. donc il y a des gens qui vont préférer avoir des activités plus physiques, sportives, d'autres plus douces, comme la sophrologie, la méditation, l'hypnose ou autre. Donc il faut trouver ce qui nous convient à chacun d'entre nous. D'où aussi l'aide apportée par Siopi, où on peut retrouver des gens qui ont un profil proche du nôtre et ce qu'ils ont déjà testé et apprécié ou non. C'est ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Tout à fait. Oui, là, en fait, il y a un intérêt vraiment à aller chercher activement de l'aide. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas d'aide, qu'il n'y a rien à faire, voilà. Euh, il faut. Bon, moi, un exercice que j'essaie de faire, parce que c'est difficile, hein, je ne vais pas vous dire, c'est très difficile. Essayez de se mettre à sa place, à sa place à lui, hein. Parce que souvent, en fait, ils ont ce qu'ils disent, ce qu'on interprète, c'est pas forcément ce que eux ils veulent dire, hein. Je dis pas, c'est pas une bonne chose de dire qu'il n'y a rien à faire. Mais la perspective du médecin, c'est il n'y a rien à, et que lui il n'a rien à faire. Sauf que il n'ose pas dire les Oui. bons. Il a pas dans sa boîte à outils de quoi vous aider. Et il transforme ça sur non mais vous avez rien à faire. Et nous on l'entend comme ça aussi. Donc oui c'est difficile. Moi j'étais en colère, hein, contre certains professionnels, hein, qui m'ont littéralement voilà mis le carreau, il n'y a rien à faire. Bon, carrément je vais mettre la cause sur moi, quoi. C'est de ma faute. Alors, ça m'est pas arrivé pour la couffaine, mais j'ai eu ça pour une dépression où la personne me dit, non, mais changez de boulot, quoi. C'est le boulot qui vous pose problème. Alors que j'adorais mon boulot. Et il y avait une corrélation, mais c'était pas une causalité. Donc, dans ce cas-là, pour arriver à la troisième étape, il faut réussir à vraiment avoir cette acceptance, cette acceptation. Donc là, on est déjà dans l'élément qui pose problème. Et j'ai dit, attention, je le répète parce que l'acceptation, quand il y a de la acouphène, ça ne veut pas dire l'abandon de tout espoir. Deux choses différentes. Et je le répète parce que c'est, même pour moi, hein, c'est très difficile à séparer les deux. Et surtout, l'intérêt de passer à la troisième étape, c'est qu'on peut retrouver le sommeil. Et ça, c'est une condition nécessaire pour le cerveau pour commencer à guérir. Donc là, je vais faire un point très important. Le sommeil dans cette étape-là, c'est l'élément le plus important. Reprenons l'imaginaire dans lequel vous êtes dans la jungle et il y a un nouvel animal qui est derrière vous. Voilà. En gros, vous avez plusieurs options. Soit vous allez le combattre à vie, mais il va continuer à vous suivre. Et s'il est trop fort, vous n'êtes pas en situation de le tuer. Donc, pour la l'acouphène, on n'est pas en situation de s'en débarrasser. Et puis, à un moment, faut accepter de faire des approches pour lui tendre la main, etc. Sauf que vous ne pouvez pas le faire si vous êtes hyper stressé. Vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. Et le sommeil, c'est la pierre, c'est la base nécessaire pour commencer à accepter, commencer à aller mieux. On est plus reposé, on est moins stressé et on a moins d'émotions négatives liées à notre acouphène. Et donc, quand on arrive à cette troisième phase où on l'a accepté, en fait, les émotions sont secondaires. Et donc, ça, c'est un grand élément. Donc, normalement, on a repris le sommeil, on a repris la plupart des activités. Et maintenant, l'acouphène est juste gênant quand vous avez des périodes d'extrême fatigue. C'est par crise. Voilà, vous êtes dans une phase où ça arrive par crise. C'est un peu difficile à gérer quand vous êtes en crise, surtout si vous n'avez pas eu d'accompagnement.
Il y a des gens qui arrivent directement à cette case tout seuls, mais je les vois, ils disent, ah ouais, mais j'ai une crise et pendant 2 mois, ça a été super compliqué. Il y a toute ma vie qui a été en bordel. Eh oui, mais parce que tu n'avais pas été accompagné, donc tu n'as pas eu construit la boîte à outils pour t'accompagner. Mais dans cette phase, normalement, vous êtes sauvé. Moi, je dis là, phase 3, on est sauvé, on a fait le principal. Et puis la phase 4, bon, bah, ça, c'est celle que j'ai décrite à la fin. C'est-à-dire clairement, on se rend compte qu'il est là, mais limite, ça fait un haussement d'épaule. Voilà. Donc, pour la plupart, quand ils arrivent à cette phase-là, l'acouphène passe derrière eux. Ça veut dire qu'ils se disent, non, mais bon, j'ai des acouphènes, mais je préfère pas en parler parce que j'ai peur que, comme un fantôme, ils reviennent me hanter. Euh, c'est OK. C'est OK, franchement, d'être dans cette phase-là, de ne plus en parler, de ne plus vouloir en parler. Voilà. Alors, pour les plus courageux, bon, je ne veux pas dire courageux parce que ça dégrainerait les autres, mais pour ceux qui veulent aller continuer le combat, c'est possible. Voilà. En fait, on est dans cette phase-là en pleine possession de nos moyens, et à la fois émotionnels, etc., et dans lequel on peut réfléchir à notre acouphène. Donc, chercher la cause, faire plus d'examens, si c'est vraiment la peine, mais surtout aider d'autres personnes. Et ça, alors, j'ai une perte de son soudaine, donc, mais, désolé, mon casque a un petit arrêt. Mais dans cette phase-là, si on aide les autres personnes, on va les accélérer à arriver directement dans la dernière phase. Et donc, c'est ce qu'on appelle les témoignages réussites en français, mais success stories. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, bien sûr, de le partager sur Internet, ça peut être une première chose. Pour que justement, vous vous souvenez, à la phase 1 et 2, les personnes qui vont sur Internet et qui sont soumises aux choses négatives, si vous êtes parti, bah, il ne reste plus que les gens qui témoignent dans les phases 1, 2, 3. Donc, témoigner quand ça va mieux, c'est aussi important. Mais surtout, comme on est passé par toutes ces étapes, on a ce côté empathique, on a vécu certaines choses. Donc, on est mieux capable de croire une personne qui vit ces étapes-là. Et donc, ça, c'était vraiment notre approche à ce PI. C'était si on peut mesurer les changements des symptômes, pas que l'acouphène, mais tous les symptômes qui sont liés, le sommeil, les douleurs, etc., sur tout le cycle, et qu'on trouve les événements, par exemple une thérapie, un praticien qui nous a aidés, un rendez-vous avec le docteur, qui nous améliore et qui nous accélère pour atteindre le stage 4, donc le niveau 4, eh bien, on pourrait créer, grâce à l'intelligence artificielle, en fait, des parcours de soins personnalisés pour vraiment arriver à cette phase-là le plus rapidement. Et donc, dernière chose, je vais encore le répéter parce que c'est toujours important, ça n'empêche pas qu'on continue le combat. Et bon, par exemple, si vous avez un acouphène pulsatile, vous pourrez arriver à cette étape-là et toujours attendre précieusement le rendez-vous, par exemple, avec un docteur pour vérifier si vous pouvez, par exemple, vous faire opérer. Si vous avez un problème de la nuque et de la mâchoire, peut-être faire des exercices, je ne sais pas. Il y a tellement de différents acouphènes. Ça n'empêche pas de continuer son travail pour aider des acouphènes. Voilà. Merci Louis pour ce parcours en 4 étapes. Et je confirme, on peut arriver à vivre et à bien vivre, mieux vivre avec nos acouphènes. Louis et moi, en sommes témoins. Après, c'est ce qu'on dit toujours, on est tous différents, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes acouphènes non plus. Donc, c'est pas, on ne vit pas dans le monde des bisounours avec Louis, mais on essaye quand même. Le but, c'est de vivre le mieux possible avec nos acouphènes en passant, on est tous passés par ces différentes phases pour arriver à l'habituation, même si, comme Louis l'a très bien décrit, il y a des moments où ça peut
être un peu plus perceptible et je confirme le lien avec le sommeil. Moi, 95% minimum des personnes que je vois qui viennent me voir pour essayer de défocaliser, de mieux vivre avec leurs acouphènes ont un trouble du sommeil. Et après, c'est un cercle vicieux, on ne dort pas, donc les acouphènes ont une perception plus forte, la perception est plus forte, donc on dort encore moins bien, et le but est de remettre en place un cercle plus vertueux, parce que stress entraîne acouphène, et acouphène entraîne stress aussi, donc il y a le stress, le sommeil, donc il faut tout remettre dans le bon sens, et ça part basiquement par évacuer ses tensions, mieux dormir, ça c'est la base de tout, et ça n'est pas valable que pour les acouphènes, le sommeil, hein. Donc, essayer de remettre un peu de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Louis? Non, je vais rajouter une note d'empathie parce qu'on est tous passés par là. Et souvent, quand on voit un plan comme ça, on se dit non, mais j'y arriverai pas. Et c'est normal, on s'est tous dit ça. Voilà. Et donc, si vous n'arrivez pas à dormir, ok, très bien, c'est pas votre faute. Vous n'arrivez pas à dormir, donc tout va bien. Par contre, on a une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est dans un état, c'est pas de notre faute si ça nous est arrivé ça, mais on peut peut-être mettre en place des certaines choses. Et je vais donner juste une astuce parce que moi, ça m'a vraiment littéralement sauvé la vie. C'est un réveil inversé pour le sommeil. Voilà. Au lieu d'avoir un réveil pour se réveiller, mettez un réveil pour se coucher. Parce que le sommeil fonctionne comme ça. On est des êtres de rituel. Et si on ne se couche pas toujours à la même heure, on a loupé notre fenêtre, il faut attendre une fenêtre d'après. Sauf qu'on scrolle sur son téléphone ou on fait autre chose. Et on loupe les fenêtres successives jusqu'à vraiment rentrer dans une phase où on est en insomnie et on n'a plus de fenêtre du tout pour s'endormir. Voilà. Donc, un très bon bouquin. Alors, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais c'est Why We Sleep d'un chercheur, je crois, à l'université de Berkeley, en Californie, qui parle de tout ça. Voilà. Alors, c'est très juste, hein. Quand on a les petits signaux du sommeil, je le rappelle, on a 15 minutes pour aller se coucher et s'endormir. Donc, si on laisse passer ces 15 minutes, on va attendre le cycle suivant. Et si on fait défiler son petit écran préféré, la lumière bleue va produire sur votre cerveau les mêmes effets que le soleil. Donc, soleil égale éveil, donc le cerveau va vous empêcher de vous endormir. Voilà, petite parenthèse refermée. Voilà. Je radote, mais c'est tellement important. Et oui. Et bien, du coup, juste pour conclure, on parle, voilà, on commence par la colère, puis finit par l'acceptation, pour le deuil et la mort des proches. Et bien, ici, on parle bien de la mort du silence. Et s'il revient, ce sera un miracle, tant mieux pour vous. Mais vraiment, il faut passer par ces 4 étapes dans lesquelles on va passer par une grande détresse. Puis après, on va commencer à l'accepter pour finalement que ça soit un compagnon un peu gênant. Et puis finalement que on soit complètement habitué. Merci beaucoup, Louis, d'avoir gentiment participé à ce nouvel épisode et à avoir partagé avec nous ton expérience en tant qu'acouphénique, mais aussi en tant que chercheur. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Une pause pour mes oreilles pour ne pas oublier les épisodes à venir et peut-être écouter des épisodes que vous n'avez pas eu le temps de suivre. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. À très bientôt. Merci Louis. Merci.